Bonsoir tout le monde. Je vous avais dit hier soir, quand j'ai annoncé que je me lançais à la chefferie du Parti conservateur du Québec, que j'allais vous retrouver en direct, même heure, même poste. Mais regardez, j'ai même quelques minutes d'avance. C'est rare qu'on voit ça en politique, mais ça va être le cas pour aujourd'hui. Avant de prendre vos questions puis de répondre à l'ensemble de vos questions aujourd'hui, je voudrais peut-être faire un petit résumé de ce qui s'est passé au cours des 24 dernières heures, depuis la dernière fois là, que je vous ai parlé, depuis la dernière fois donc, où j'ai annoncé ma candidature à la direction du parti. Je ne sais pas si vous autres, ça vous arrive, là, mais moi, après le discours, j'étais un peu nerveux, honnêtement. Là, ça a été, pour moi, c'était une journée importante hier de faire l'annonce puis de replonger en politique après toutes ces années-là. Je me suis dit, qu'est-ce que, tu sais, j'avais le stress, j'avais la pression. Et tout de suite après le discours, la pression, elle a comme descendu. Puis là, j'ai eu une fatigue immense. Puis là, tout le monde m'écrivait, tout le monde m'appelait, tout le monde. Puis je vous remercie, là, vous avez été encore une fois des centaines, sinon des milliers à écrire. Donc, beaucoup de gens qui m'ont interpellé. Puis je voulais un peu lire, puis ça m'a donné beaucoup d'énergie. Hein. Puis on se demande souvent, là, il y a souvent des gens qui me disent « Ah, Éric, je sais pas comment tu fais, tu es tellement victime de critiques, puis tout ça. » Mais je veux que vous sachiez que tous vos commentaires positifs, là, à chaque fois que j'en lis un positif, là, ça me permet d'en lire 10 négatifs et d'être encore plus fort au bout parce que je sais qu'on est plus nombreux, peut-être qu'on est plus silencieux, mais on est plus nombreux que les trolls là, qui ne font que du négatif trop souvent sur les réseaux sociaux. Fait que j'ai lu ça, je me suis couché un peu tard, j'ai fêté un petit peu parce qu'il y avait un petit peu d'ambiance, là, tout le monde m'appelait, puis j'étais comme de bonne humeur. Mais ce matin, j'ai commencé une série d'entrevues. Je ne sais pas si vous en avez vu quelques-unes. J'en ai peut-être fait, je ne sais pas, là, 8, 9, 10, je ne sais pas, je ne les ai même plus comptés. Puis c'est pas, évidemment, je suis pas un travailleur là, qui a travaillé physiquement toute la journée dehors à -20 l'hiver, là, mais quand même, c'est la concentration qui vient chercher encore plus d'énergie. Puis quand ça fait déjà 2 jours que tu es sous l'adrénaline, là, je vais vous avouer qu'être avec vous ce soir, c'est pas mal plus décontracté, puis j'étais un peu d'invap, j'étais un peu fatigué peut-être. Fait que ça a été ça mon premier 24 heures. On me dit, parce que évidemment, j'étais occupé, là, je faisais des entrevues. Je sais qu'il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup d'analystes qui ont commenté mon arrivée en politique, ou mon retour, je devrais dire, en politique. Je les ai pas tous et toutes vus, mais j'ai des gens qui m'ont rapporté certains propos. Fait que c'est toujours délicat de commenter des propos de gens que tu n'as pas entendus de première source, donc je vais me garder une petite gêne par rapport à ça. Mais je peux quand même, de façon générale, là, sans commenter ce qu'un ou l'autre a dit, de façon générale, ce que j'ai compris, d'abord, c'est que ceux et celles qui pensaient que ça passerait dans l'ombre, là, ça n'a pas été le cas. Là. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont je veux dire, qui sont prêts, qui ont entendu parler de ça, qui ont tout vu. Donc, je pense que ça, la première, de ne pas passer dans l'anonymat, ça a déjà été un défi qui a été relevé parce que c'est toujours un risque hein, quand on veut accéder à la chefferie d'un parti qui est à 1,5 % des votes la dernière élection, il y a toujours un risque que les gens nous ignorent. Et je pense que là-dessus, on peut être assuré, là, il y aura pas ça n'a pas été le cas. Il y a beaucoup de Québécois depuis 24 heures qui n'ont entendu parler puis qui savent que je suis candidat à la chefferie. Il y a même eu ça, vous l'avez peut-être vu, là. Il y a eu une caricature d'Y aussi aujourd'hui qui a circulé cet après-midi, j'ai vu ça. Je sais que il y a des gens qui trouvent ça injuste parce qu'il m'associe à toutes sortes de groupes puis il me fait passer pour toutes sortes de trucs. Puis à la limite, il a le droit, là, c'est une caricature. Là. Si on ne voit pas de risée, on ne voit pas grand-chose. Puis quand on fait une caricature, vous voyez, prenez un pas de recul, là, puis j'essaie de nous donner un peu de perspective par rapport au travail des médias. Puis je vais le prendre sous l'angle de la caricature, parce que c'est peut-être le plus humoristique, c'est le plus drôle. Là. Quand tu es la caricature du jour, ça veut dire que tu as été la nouvelle du jour. Fait que moi, je ne l'ai pas pris comme une insulte ou une attaque. Je l'ai pris comme un compliment pour me dire, regarde, ton entrée est réussie, puis les gens en parlent, puis maintenant, on sait que tu es candidat à la direction du Parti conservateur du Québec. Moi, je l'ai pris comme ça. Je ne sais pas comment vous autres, vous l'avez pris, mais c'est ma façon à moi de le voir, de garder ça positif. Ce soir, je vous avais promis, là, je ne veux pas parler de moi pendant 20 minutes, là, je vous avais promis de répondre à vos questions. Alors là, je suis et en YouTube Live et en Facebook Live. Je vais peut-être alterner ou je pense qu'il y a un petit peu plus de monde présentement sur Facebook. Fait que je vais peut-être prendre un petit peu plus de questions via Facebook. Mettons 2 pour 1.
par rapport à YouTube, parce que c'est à peu près le ratio que je vois présentement. Donc, s'il y a des gens qui veulent me poser des questions, allez-y dans la section commentaires en bas, là, soit sur YouTube, soit sur Facebook. Fait que là, je vais commencer. Je ne sais pas par quelle question je devrais commencer. Là. Il y a beaucoup de commentaires. Évidemment, arrêtez de m'écrire des commentaires parce que je veux surtout lire des questions. Là. Les messages de félicitations, c'est gentil. Mais j'aimerais ça avoir quelques questions. Fait que mettez des points d'interrogation avant ou après. Comme ça, je vais savoir que les commentaires que vous m'envoyez, c'est vraiment des questions et non pas des commentaires juste pour m'encourager. Il y a Jonathan Thériault, je vais lire vos noms, OK, qui m'écrit sur Facebook. Là, pourquoi ça prend une carte de membre et qu'est-ce que ça donne une carte de membre? Ben, c'est une excellente question parce que depuis hier, vous le savez, j'ai demandé aux gens de devenir membre du Parti conservateur. Vous pouvez encore le faire maintenant à ericduhem.québec. C'est 15 $ pour une année. Être membre d'un parti, là, c'est plus que juste voter pour un parti ou c'est plus même que mettre un like sur Facebook. Là. Être membre d'un parti, ça veut dire que vous endossez la formation politique, vous êtes impliqué dans le choix des militants, vous êtes impliqué dans le choix du chef, puis vous avez le droit de vote le 17 avril pour décider est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est un autre qui va devenir chef du Parti conservateur. Donc, c'est entre autres ça. Là. Fait que je vous invite encore une fois à devenir membre du Parti conservateur si tel est votre désir. Là, il y a quelqu'un qui me demande qu'est-ce que tu penses, Éric? C'est Linette Morin qui m'écrit ça. Qu'est-ce que tu penses, Éric, de la ligne de parti? C'est une bonne question parce que c'est sûr que quand tu es dans un parti politique, il y a une raison. C'est que tu as une cohérence. Il y a des gens qui pensent de la même façon. Donc, je pense que ça prend un minimum. Tu sais, moi, si par exemple, les gens se présentent au Parti conservateur du Québec puis sont élus, puis on se ramasse à l'Assemblée nationale avec notre caucus et qu'on a été élu en disant qu'on voulait réduire la taille de l'État, puis la personne, elle veut voter pour un budget qui fait 15 milliards de déficit, comme ce que le gouvernement Legault est en train de nous pelleter sur le dos présentement, puis sur le dos des prochaines générations, bien, c'est sûr et certain qu'il y a un problème. Mais quand c'est des affaires plus précises, puis des affaires qui ne sont pas nécessairement les 5-6 gros enjeux du parti, je pense qu'effectivement, on pourrait avoir un peu plus de flexibilité. Jean-François Allard me demande, c'est quoi ta position, Éric, sur la laïcité? Bien, je suis obligé de vous dire, là, je sais que j'ai été très critique de la CAQ depuis quelques jours, mais je suis obligé de vous dire que moi, j'ai appuyé leur projet de loi sur la laïcité de l'État, la loi 21. Je pense qu'il est temps au Québec qu'on ait une loi sur la laïcité. Ça faisait longtemps que ça traînait et j'ai donc appuyé cette législation puis je vais continuer à le faire. Il y a beaucoup de gens, là, puis là, je les vois autant sur Facebook que sur Twitter, sur YouTube qui rentrent. Vous me demandez ma position sur les armes à feu. J'en ai déjà parlé, puis je suis surpris que cette question-là revienne parce que je pensais que j'étais relativement connu pour avoir pris des positions dans ce dossier-là historiquement. J'ai toujours pensé que le registre était inutile. On a vu ce qui est arrivé à Ottawa. Rappelez-vous, là, ça a coûté 1000 fois plus que ce que ça devait coûter au départ. Le registre des armes à feu qui avait été mis en place par Allen Rock. On a vu au Québec, après ça, qu'on a rapatrié ça, alors qu'au Canada, ils l'ont rejeté, ils ont mis à envoyer ça dans des déchiqueteuses. Et nous, on s'est remis à recréer ce fiasco-là au niveau québécois. Je ne vois pas en quoi ça règle le problème. J'ai toujours pensé que le problème, c'était les criminels. Je vois pas les chasseurs et les agriculteurs comme des gens dangereux. Puis je trouve toujours qu'on s'attaque malheureusement aux mauvaises cibles quand on attaque des honnêtes chasseurs, des honnêtes agriculteurs. Quelqu'un me demande, quelle est la stratégie pour atteindre Montréal? C'est une bonne question. D'abord, à cause de la façon dont ça fonctionne, je pense qu'il faut viser d'avoir des électeurs partout au Québec. Il faut que vous sachiez que même si vous êtes dans une circonscription qui vote rouge depuis le début de la Confédération dans l'West Island de Montréal, chaque vote compte. C'est-à-dire que les partis politiques, la façon dont on est financé maintenant, c'est qu'il y a tous les votes donnent un certain montant d'argent. Grosso modo, c'est à peu près 10$ pendant le mandat que ça donne à un parti politique quand vous votez pour lui. Donc, c'est très important. C'est aussi important, le vote vaut la même chose qu'il soit dans une circonscription rouge tomate ou qu'il soit dans un comté qui est très chaudement disputé dans une autre région. Donc, il faut parler à tout le monde. Puis on a une responsabilité. On veut diriger le Québec, on veut parler aux Québécois, il faut parler à tous les Québécois. Je ne commencerai pas à faire du clientélisme. Là, si vous voulez des partis clientélistes, il y a déjà plusieurs partis comme ça à l'Assemblée nationale. Allez-vous supporter les référendums d'initiative citoyenne?
Ça, c'est une bonne question. C'est toutes les questions sur les démocraties directes. Ah, puis je vois qu'ici aussi, il y a une autre question sur les, euh, les élections proportionnelles. Toutes les réformes démocratiques, je vais prendre des positions, mais je vais prendre des positions prudentes. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Pas parce que j'y crois pas, mais parce que j'ai l'impression que les politiciens nous promettent ça à chaque élection. Puis quand ils arrivent au pouvoir, ils nous déçoivent à chaque fois. Présentement, autant à Ottawa qu'à Québec, on est dirigé par François Legault et Justin Trudeau. Les deux, si vous allez voir dans la dernière campagne électorale, les deux disaient aux gens qu'ils allaient mettre une forme de proportionnalité dans les élections. Quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ne l'ont pas fait. Et tous les partis qui nous promettent ça, ça fait des années, ils ne le font pas une fois qu'ils arrivent au pouvoir. Fait que je ne commencerai pas à m'engager par faire comme eux. Puis le problème qu'il y a, c'est que souvent, tu es d'accord quand tu es dans l'opposition pour te débarrasser des politiciens qui sont au pouvoir, que ce soit des recalls, comme on dit, ou même des référendums d'initiatives populaires. Mais quand tu arrives au pouvoir, mais là, tu aimes le pouvoir, puis tu aimes le système qui t'a amené là. C'est ça qui est toujours décevant. Fait que, regarde, moi, je vais agir, puis je vous promettrai rien. Fait que comme ça, vous ne serez pas déçus, puis vous allez peut-être être agréablement surpris. Ce serait ça ma réponse. Euh, les, et attendez, là, il y a quelqu'un qui me dit est-ce que tu es honnête par rapport à la pandémie? Bon, ça, c'est une question un peu générale. Je ne sais pas comment répondre à ça. En environnement, c'est quoi ta vision? Me demande quelqu'un. Avez-vous des solutions pour les CHSLD? Me dit Valère Souci. Bon, je vais commencer par quoi? Là? Les CHSLD, je veux vous dire que c'est pas d'hier. J'étais avec Mario Dumont, je pense que c'était en 2012 qu'on proposait ça. On voulait une enquête publique sur ce qui se passait dans les CHSLD au Québec. Avec l'hécatombe qui s'est produite au cours des dernières semaines, je pense qu'on aurait eu intérêt à s'occuper de nos aînés avant de les voir tomber comme on a vu depuis quelques mois. Puis je suis très, très déçu que François Legault est revenu sur sa parole parce que vous savez qu'il avait ouvert la voie à dire que ça prendrait effectivement une enquête, puis qu'il y aurait une enquête qui serait menée pour expliquer les milliers de morts. Mais malheureusement, il n'a pas donné suite à sa promesse, puis il a renié sa promesse quelques semaines plus tard, puis il n'y en aura pas d'enquête. Moi, je m'excuse, mais les gens CHSLD, là, c'est nos grands-pères, c'est nos grands-mères, c'est les gens qui ont bâti le Québec à la sueur de leur front. C'est pas des gens qui attendaient après le gouvernement, là. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils arrivent en fin de vie, puis ces bâtisseurs du Québec-là, on les abandonne dans des conditions qui sont souvent inhumaines. Moi, ça vient me toucher beaucoup. Et je comprends pas que, par exemple, ça, je sais bien que c'est des niaiseries, là, mais je l'ai dit souvent, puis pour moi, c'est un symbole, mais qu'on paye plus cher, 2 puis 3 fois plus cher, le repas d'un prisonnier que le repas d'un aîné en CHSLD. Moi, ça me rentre pas dans la tête. J'ai un gros, gros, gros malaise avec ça. Euh, je continue à lire vos questions. Vas-tu, attends une minute, là, je vais commencer. Attendez, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui me continuent à m'envoyer des réactions à ce que je dis, puis c'est normal, là, vous voulez réagir à chaud, mais je veux maintenant lire des questions. Que feras-tu pour nous sortir de la crise sanitaire, demande de Marc Swell sur YouTube. Écoute, Marc, la première chose, là, il faut abolir l'état d'urgence sanitaire. C'est quoi l'état d'urgence sanitaire? C'est des pouvoirs extraordinaires, uniques dans l'histoire du Québec. C'est jamais arrivé là, qu'un premier ministre, pendant 9 mois, il peut faire à peu près ce qu'il veut. Il n'a plus besoin de passer devant son conseil des ministres. Il n'a plus besoin de faire rien voter aux députés à l'Assemblée nationale. Il peut même passer par-dessus les tribunaux. Il peut même donner des contrats sans appel d'offres. Il peut bypasser les processus, toutes les commissions. Ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. C'est un homme qui a tous ces pouvoirs-là. Moi, ça me scandalise. Je suis allé en Alberta cet été. En Alberta, depuis le mois de juin, qui ont arrêté l'état d'urgence sanitaire. Nous autres, ça fait 9 mois que ça dure. Ça, c'est la première chose que je ferais concrètement. Peut-être que la deuxième chose, ça serait évidemment de rouvrir le Québec. Tout en protégeant nos aînés. Moi, je pense que depuis le début, on aurait dû faire ça. Ceux qui m'écoutent depuis longtemps, vous le savez. Moi, depuis le début, on le savait avant même que le coronavirus arrive au Québec. On savait que les aînés étaient touchés et que c'était eux la cible du maudit virus. Puis, on a arrêté toute l'économie, on a arrêté tout le monde, on a arrêté tout le monde de vivre, on a créé de la détresse psychologique comme jamais dans notre histoire. Puis malheureusement, on n'a pas très bien protégé nos aînés. Le résultat, c'est qu'économiquement, ça a été un désastre. Puis au niveau de la pandémie, on n'a malheureusement pas pu protéger les plus vulnérables d'entre nous. Fait que moi, je pense que c'est une approche comme celle-là que ça nous prendrait de voir qu'encore au moment où on se parle, j'ai même hier des gens, des travailleurs de la santé qui m'écrivaient pour m'expliquer
Il y a des gens encore qui passent, des travailleurs qui passent d'un CHSLD à un hôpital, d'une zone verte à une zone rouge. Tout ce qu'on nous avait dit qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, en Colombie-Britannique, il y a 12 fois moins de morts per capita qu'il y en a au Québec. Savez-vous pourquoi? Parce que la Colombie-Britannique, dès le départ, ils ont arrêté ça. Ils ont dit, toi, tu travailles dans un CHSLD, mais tu ne sors plus de lui. On ne t'envoie pas à l'hôpital, puis tu ne seras pas. Puis ceux qui travaillent avec les gens qui ont le coronavirus, vous n'irez pas travailler avec les autres. Ils ont coupé les liens. Au Québec, on n'a pas encore fait ça. Et pourtant, le pourcentage de gens qui a des éclosions qui s'expliquent à cause de ça est probablement 10 fois, 15 fois, 20 fois plus élevé que, par exemple, les transmissions dans des restaurants ou des gyms. Et on fait fermer les restaurants et les gyms. Fait que je pense que ça serait peut-être une des choses que je ferais. Il y a quelqu'un qui me demande, attendez, c'est quoi là? Est-ce que allez-vous vous battre pour nous déconfiner, mettre le vaccin non obligatoire? Bon, le déconfinement, je pense que je viens d'en parler. Pour le vaccin, moi, je ne suis pas un anti-vaccin dans le sens où je suis content de voir les avancées de la science. Il y a des vaccins qui ont fait leurs preuves dans l'histoire. Cela étant dit, c'est sûr que le vaccin sur la COVID-19, c'est un vaccin qui a été adapté très, 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 très rapidement. Il a été développé là, fast-track, comme on dit en bon québécois. Et il y a des gens qui ont des craintes par rapport à ça. Normalement, ça prend minimum, je ne sais pas, 3-5 ans avant d'avoir un vaccin. Là, ils l'ont fait en quelques mois. C'est sûr que les effets secondaires ne seront peut-être pas tous connus, mais moi, je vois ça comme une avancée scientifique, puis je suis content qu'il y ait un vaccin qui soit développé. Cela étant dit, quand j'ai entendu le docteur Arruda nous dire qu'au Québec, c'était légal de pouvoir vacciner tout le monde obligatoirement, puis qu'on n'en est pas nécessairement encore rendu là, moi, je trouve que là, c'est un terrain très glissant. On ne va pas commencer à emprisonner des gens parce qu'ils refusent de se faire vacciner ou à semer du monde et les vacciner de force pendant leur sommeil. Je veux dire, on fait quoi? On fait quoi avec les gens qui ne veulent pas se faire vacciner? Moi, je pense qu'il faut respecter la liberté individuelle. Vous savez que j'ai un petit fond libertarien, là, mon corps, mon choix. Moi, quand quelqu'un me dit ça, c'est des mots qui résonnent dans ma tête. Quelqu'un me demande ça depuis hier, là, parce que j'ai parlé du nationalisme. Est-ce que je suis souverainiste? C'est une bonne question parce que, d'abord, il faut que vous sachiez que le Parti conservateur s'inscrit dans une tradition canadienne. Là, vous savez qu'il y a un Parti conservateur à Ottawa, puis il y en a dans toutes les provinces. On est une des rares provinces au Canada où il n'y en a pas. Donc, c'est dans une dynamique canadienne, clairement. Mais je suis un bleu, puis les bleus au Québec, là, le vieux fond bleu, c'est des gens qui sont décentralisateurs. Puis moi, je suis un nationaliste dans le sens où je vais être fier d'être québécois, mais je vais être fier parce que on fait bien, puis on se débrouille, puis on est autonome. Moi, je suis pas fier quand l'armée débarque dans les CHSLD. Je suis pas fier quand on est obligé de recevoir 12 milliards de paiements de transfert d'Ottawa. Je suis pas fier de voir que pendant la pandémie, on est ceux qui vont le plus profiter des subventions du gouvernement fédéral. Moi, j'aimerais ça qu'on soit beaucoup plus autonome, puis mon nationalisme, ma fierté d'être québécois, elle s'inscrit dans cette dynamique-là. Que penses-tu pouvoir faire avec nos médias qui sont partials et qui cherchent la haine? Ça, c'est une question de Dany Lavoie qui me vient sur Facebook. C'est une question qui revient souvent. Là, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont très critiques dans le parti et dans la mouvance dans laquelle on est, là, plus à droite, du traitement médiatique. Je veux juste vous dire une chose, c'est pas d'hier. Là. On a vécu la même chose à l'époque où moi j'étais à l'ADQ. Je peux vous parler de Stephen Harper à Ottawa qui a vécu essentiellement la même chose. C'est un problème, clairement. Et mais en même temps, moi, là, j'ai travaillé dans les médias assez longtemps pour savoir que c'est pas en dictant les médias, puis c'est pas nécessairement en partant en guerre contre eux. Vous savez, la beauté qu'il y a, là, c'est que je suis en train de vous parler présentement. Vous êtes en train de m'écouter depuis, je sais pas, 10-15 minutes, là. Puis on n'a aucun média. On a passé par des médias sociaux. On est en 2020 aujourd'hui. On est capable de se parler. On est capable d'échanger. Je suis capable de vous lire. Puis j'ai pas besoin de passer par la section du courrier du lecteur pour savoir ce que vous pensez. Donc, je pense qu'il y a une perte. C'est une des raisons pourquoi je suis dans les médias aussi. Je pense qu'il y a une perte de pouvoir important. Vous savez, j'ai toujours dit que je restais dans les médias quand je suis quitté la politique parce que j'avais l'impression d'avoir plus de pouvoir dans les médias qu'en politique. Mais j'ai l'impression que c'est en train de changer, ça. Le pouvoir des médias est malheureusement, pour eux, en train de se ratatiner. Puis je pense qu'il y a beaucoup de frustration par rapport à ça. La Constitution canadienne, excusez, c'est parce que quand ça bouge beaucoup, ils passent très rapidement. Système de santé, faut-il le privatiser? Bon, il y a quelqu'un qui me parle du privé en santé. J'ai toujours été un partisan
d'un système de santé parallèle public-privé du temps de l'ADQ. Rappelez-vous, c'était le programme de Mario Dumont à l'époque. Je veux vous dire que moi, j'ai pas changé. François Legault, quand il a avalé l'ADQ, il avait promis aux ADQistes, il nous avait regardé droit dans les yeux, puis il nous avait dit qu'il allait nous donner un système de santé parallèle public-privé. C'était la concession qu'il avait fait pour procéder à une fusion avec l'ADQ. Et il nous avait même dit que le projet pilote allait partir ici, dans la région de Québec où je me trouve présentement. Ben, malheureusement, il n'a jamais donné suite à sa promesse, à son engagement, un autre engagement renié de François Legault. Où est-ce que je vais te poser? Quelle question? Il y a quelqu'un qui me dit, bon, j'aime ta proximité. Est-ce que les médias alternatifs sont l'alternative? Ben, en fait, c'est dur aujourd'hui de dire qu'est-ce qui est un média, qu'est-ce qui ne l'est pas, parce que présentement, c'est un média. Là. Juste le fait que je vous parle directement sur les réseaux sociaux, c'est une forme de média. Fait que même le mot média doit être revu. C'est rendu une communication entre individus, puis l'interaction. Mais moi, j'aime ça, j'aime la nouvelle réalité. Est-ce qu'on peut attendre, on doit attendre absolument aux prochaines élections, me demande Mario Prévost, ou on peut faire quelque chose dès maintenant? Ben, moi, je pense qu'une élection, ça se prépare d'avance. Ne pensez pas qu'une élection, ça se fait 2 semaines avant ou le jour du vote. D'abord, regardez, juste pour élire un chef à la tête du Parti conservateur, ça prend 6 mois. C'est normal, il faut donner le temps aux gens de ramasser de l'argent, ramasser des signatures, vendre des cartes de membres, s'assurer que tout le monde ait voté, s'assurer qu'il y a d'autres candidats qui veulent se faire connaître, s'assurer qu'il y ait des débats entre les candidats. Je veux dire, là, on va être rendu, il va me rester 1 an et demi avant l'élection si jamais je suis élu chef du Parti conservateur. Là, il va falloir que je développe un programme, qu'on ait des équipes sur chacun des thèmes, qu'on ait des associations dans toutes les circonscriptions, qu'on commence à trouver 125 candidats en vue de la prochaine élection. Je veux dire, tout ça, ça prend du temps. Et moi, je pense qu'on n'aura pas trop de temps de 2 ans pour bien s'organiser. Il y a quelqu'un qui me demande, c'est Christian Desiel, qui me demande le nom des candidats vedettes qui pourraient m'appuyer. C'est une très bonne question, Christian, puis ça va être... Je suis pas rendu là, honnêtement, puis tu as raison, il va falloir qu'on ait des candidats vedettes, puis il va falloir qu'on ait des candidats. Un parti, là, c'est pas l'histoire d'un homme seul. Là. Même si je suis élu, tout seul, j'arriverai à rien. D'abord, j'ai besoin de vous, et il va falloir que vous soyez avec moi, mais j'ai besoin aussi d'avoir des candidats, des porte-paroles. Je peux pas faire toutes les entrevues tout le temps partout. Là. Et puis il faut qu'on se promène puis que le message passe. Puis d'ailleurs, même ces réseaux sociaux, vous-même, vous êtes rendus un peu des candidats, des journalistes, juste quand vous diffusez, vous partagez des liens. Donc, il va falloir effectivement qu'on ait une équipe nombreuse, mais je vais y aller étape par étape. Ma première étape, là, c'est de m'assurer que je vais être élu chef le 17 avril prochain. On veut des élections avant Noël. Oui, je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient avoir des élections avant Noël, mais malheureusement, ce n'est pas nécessairement possible. Il y a quelqu'un qui me demande, Mathieu Carrier sur YouTube, qui me demande, pensez-vous nous donner votre vision sur le fonds vert? C'est intéressant parce que les seules fois où j'ai entendu parler du fonds vert, c'est toujours quand il y a le fonds vert, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est de l'argent qui est pris par le gouvernement via différentes taxes sur différents produits, notamment le pétrole. Puis là, ils mettent ça dans un fonds vert. C'est supposément pour aider là, les énergies alternatives, puis aider l'économie verte. Mais malheureusement, on s'est rendu compte qu'il y avait des multinationales qui profitaient de ça, qu'Air Canada, tu sais, qu'il n'y a rien de plus polluant des avions que le kérosène, avait bénéficié du fonds vert. Donc, il y a eu toutes sortes de scandales là-dedans. Puis malheureusement, moi, je ne crois pas à ce genre d'intervention-là. Je pense que le gouvernement, là, il n'est même pas capable de gérer, on le dit souvent, là, un système de paye. Pensez-vous vraiment qu'il est capable de gérer de l'argent pour rendre l'économie plus verte en taxant plus le monde? Moi, je trouve que ça donne un désavantage comparatif à nos entreprises d'ici qui se ramassent à payer plus cher de taxes au bout du compte. Pour favoriser des amis du régime, parce que malheureusement, des fonds comme ceux-là, l'argent peut parfois mal être utilisé. Wow, ça roule trop vite là. Quelle est votre position sur le racisme systémique? C'est Orlando qui me demande ça. Écoutez, moi, là, je suis conscient qu'il y a du racisme. Comme il y a de l'homophobie, hein, j'ai écrit un livre sur l'homosexualité, vous le savez, comme il y a du sexisme, comme il y a de l'intolérance envers toutes les minorités de tout temps, comme il y a des antisémites, il y en a au Québec, comme il y en a ailleurs, puis il y en a partout dans le monde. Cela étant dit, moi, je pense qu'au Québec, on a la chance de vivre sur un des territoires où les gens sont les plus tolérants et les plus ouverts. En tant que gay, je peux en témoigner. Moi, j'en suis le produit. Et je pense que la communauté noire, il y a beaucoup de leaders noirs qui pourraient dire ça aussi. Moi, je pense que oui, il y a des racistes, mais notre système,
la discrimination basée sur le système au Québec n'existe pas. Et je n'aime pas ce débat-là parce que les gens disent que c'est comme si on niait qu'il y a du racisme alors que ça n'a rien à voir. C'est le mot systémique qui pose problème. Systémique, là, puis c'est pas insignifiant les mots, là. On peut pas laisser passer ça et dire, bah, qu'est-ce que ça change? C'est juste un mot, on va leur faire plaisir puis on va accepter ça. Non, je m'excuse, mais ça passe pas. Il n'y a pas de système. On va pas collectivement nous accuser d'être des racistes pour faire plaisir à certaines personnes. Oui, il y a du racisme, puis il faut le dénoncer quand il y a du racisme, mais il n'y a pas de système raciste, en tout cas certainement pas au Québec. Il y a quelqu'un qui me demande, bon, le fameux masque, je pense que j'ai répondu pas mal à ça. Avant votre entrée au pouvoir, pouvez-vous les obliger? Bon, quel pouvoir que je pourrais avoir, dans le fond, pour contribuer à arrêter les mesures sanitaires excessives? C'est une très, très bonne question. C'est drôle, hein, mais moi, je pense que si on avait juste une couple de députés à l'Assemblée nationale, on n'aurait même pas besoin d'être l'opposition officielle, là. Mais imaginez présentement, là, s'il y avait des députés comme moi puis comme vous qui étions à l'Assemblée nationale, puis on se levait à tous les jours pour dire au gouvernement, là, vous êtes incohérent, voici pourquoi ça n'a pas d'allure, c'est quoi les chiffres, pourquoi vous manquez de transparence. Si on avait un contrepoids, je pense que le gouvernement Legault, il marcherait un petit peu plus sur des œufs. Puis vous allez voir, là, si jamais le Parti conservateur, sous mon leadership, commence à monter juste un petit peu dans les sondages, particulièrement dans la région de Québec, puis il commence à avoir des députés nerveux là, de la CAQ dans la région de Québec, vous allez voir que tranquillement, le discours de la CAQ va changer. Parce que c'est pas juste, en politique, là, il faut pas juste que tu sois au pouvoir puis t'appliques tes politiques. Juste le fait que tu sois une force politique montante, ça fait que les autres tremblent puis bougent. Québec solidaire, rappelez-vous, a fait un peu ce rôle-là, hein. La montée de Québec solidaire a fait en sorte que l'échiquier politique au Québec, il s'est tassé vers la gauche. Le PQ est allé encore plus à gauche pour essayer de ne pas trop perdre de vote à QS. Les libéraux sont allés se coller sur le PQ. Puis la CAQ, je pense qu'elle est en train de dépasser tous ces partis-là par la gauche. Donc, il y a une façon si on monte en tant que conservateur, moi, je pense qu'on va recentrer le débat. Il y a quelqu'un qui me demande que pensez-vous, là, ça va vite, là. C'est Dominique Anglade qui a été choisi pour être première ministre. OK, ça, c'est quelqu'un qui s'inquiète, j'imagine, du fait qu'on pourrait diviser le vote. La division du vote, ça, c'est toujours une affaire qui m'inquiète. Moi, là, ça fait 3 fois que je vote pour la CAQ, puis à toutes les fois, on vote contre. Il fallait débarquer Pauline Marois, il fallait débarquer Philippe Couillard, puis on se ramasse avec des gouvernements qui sont aussi pires ou encore pires que ceux qu'on voulait remplacer. Moi, à un moment donné, là, ce que j'ai envie de vous dire la prochaine fois, au lieu de voter contre, pourquoi vous ne votez pas pour? Pourquoi vous ne votez pas pour des idées et des valeurs qui vous ressemblent? Essayez pas de débarquer quelqu'un, essayez de faire élire vos idées puis de les aider. Puis même si vous ne gagnez pas dans votre circonscription, plus nombreux vous allez être, plus votre message risque de passer. Moi, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Arrêtons d'essayer de voter stratégique, ça ne marche pas, cette maudite affaire-là. OK. Y a-tu serais-tu d'avoir des gens, sauf qu'on est. OK, juste parce que ça va trop vite, là, ça défile, vous êtes trop nombreux, c'est trop populaire cette affaire-là. Écoutez, on a fait déjà une demi-heure, je pense que c'est beaucoup. Peut-être que je vais le refaire dans les prochains jours, je vais vous aviser un peu d'avance là, parce que j'aime beaucoup cet exercice-là. Puis je vais essayer de m'arranger pour être capable que les écrans à un moment donné puissent s'arrêter parce que là, quand vos questions rentrent, ça défile sur mon écran. Je ne suis pas capable de tout le temps les lire quand vous êtes trop nombreux à m'en envoyer. Mais ça a été un grand plaisir de vous jaser, tout le monde. Merci beaucoup. Continuez à aller sur le site ericduhem.québec, ceux et celles qui veulent devenir membres du Parti conservateur. Vous avez été des centaines depuis 24 heures à avoir adhéré encore une fois au parti. Puis j'espère qu'on va avoir la chance de faire un autre exercice en direct comme celui-là très bientôt. Merci, bonne soirée tout le monde.